Dingue. Imaginons un instant devoir accomplir le plus grand miracle offensif de l'histoire récente d'un club. Ouais, le mot miracle n'est pas trop fort, hein. Ah mais pas du tout. On parle de 90 minutes pour effacer un retard de 3 buts. Et pas contre n'importe qui, contre l'une des attaques les plus létales d'Europe. Le Paris Saint-Germain, pour ne pas les nommer. Exactement, le PSG. Et puis, à la toute dernière minute, on réalise que la survie de l'équipe va dépendre d'un gamin. Un joueur qui sort à peine de l'adolescence. C'est un scénario de film, ça. Un vrai cauchemar tactique absolu. Ou alors, et c'est la grande question, paradoxalement, c'est peut-être le coup de génie involontaire dont Chelsea avait besoin. C'est l'équation complètement vertigineuse de ce soir pour ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions. C'est une situation qui défie vraiment toute la logique habituelle du football de très haut niveau, quoi. Totalement. Et pour comprendre comment on en est arrivé à ce point de rupture, on a épluché pas mal de choses pour cette émission. On a plongé dans les rapports de l'équipe d'11 mondiale et on a aussi décortiqué les bases de données de wisport.com. Il y a des trucs passionnants là-dedans, d'ailleurs. Carrément. Mais notre objectif pour les auditeurs aujourd'hui, c'est pas de faire un simple avant-match banal. La mission, c'est de comprendre comment une seule info médicale peut percuter toute une stratégie. Et surtout de se demander si l'inexpérience totale, c'est pas la meilleure arme pour vaincre la peur. Voilà. Ok, décortiquons tout ça. Mais avant de parler de la solution, faut vraiment mesurer l'ampleur du problème. Ce fameux 5-2 encaissé au Parc des Princes au match aller. Ouais, une sacrée claque. Un score qui dicte absolument tout ce qui va se passer ce soir à Stamford Bridge. C'est comme commencer un marathon avec 3 km de retard sur le peloton, non? La marge d'erreur, elle est inexistante. C'est une bonne analogie. Si on replace ça dans un contexte plus large, tactiquement, un déficit de 3 buts, ça détruit la géométrie normale d'un match. C'est-à-dire? Chelsea n'a pas le luxe d'installer un bloc médian, tu vois. Ils peuvent pas jauger l'adversaire ou faire tourner le ballon tranquillement. Ils sont condamnés à créer du déséquilibre dès le coup d'envoi. Donc ça veut dire surpeupler les zones offensives. Faire monter les latéraux super haut, super vite. Exactement. Mais en faisant ça, on crée un problème mathématique derrière. C'est la loi des vases communicants. Ah ouais, si t'envoies 7 joueurs devant pour étouffer le PSG... Tu laisses tes défenseurs centraux complètement livrés à eux-mêmes. Ils vont devoir gérer des espaces de 40 à 50 mètres dans leur dos. Face à des flèches parisiennes, c'est suicidaire si c'est pas réglé au millimètre. Totalement suicidaire, ouais. Moi, je vois ça comme tendre un filet à l'extrême. Si on tire trop fort sur les mailles, la moindre petite erreur au centre et paf, tout le filet se déchire sur une course en profondeur. C'est très visuel, mais c'est exactement ça. Et c'est là que les infos de l'équipe et 11 mondiales viennent rajouter une tension de fou. Le nœud central de ce filet, il vient de lâcher. Ah oui, la fameuse blessure. Voilà, Wesley Fofana, qui était titulaire au match aller pendant le naufrage, s'est blessé et déclare forfait. Honnêtement, perdre un défenseur central la veille d'un match où la ligne défensive va jouer sur la ligne médiane, c'est le pire scénario imaginable pour un staff. Le timing est affreux. Mais du coup, alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Parce qu'en préparant l'émission, je me suis posé une question. Je t'écoute. Fofana, il a vécu le 5-2 de l'intérieur. Il a su faire le martyr face au PSG. Est-ce que perdre le joueur qui porte ce traumatisme tout frais, c'est pas finalement une bénédiction? Ah, c'est audacieux comme vision. On enlève le doute de l'équation, non? On pourrait le voir comme ça sous un angle purement émotionnel, c'est vrai. Sauf que le football, c'est d'abord de la mécanique. Ok, explique-nous. La défense centrale, plus que n'importe quel autre secteur, ça repose sur des micro-connexions. C'est presque de la télépathie. Trevor Chalobah, l'autre central, il sait exactement comment Fofana oriente ses épaules. Ah oui, le langage corporel. Voilà. Il sait s'il va reculer ou jouer le hors-jeu juste en le regardant. Retirer Fofana, c'est effacer la mémoire musculaire de cette ligne. Donc le remplaçant n'aura pas ses repères temporels. S'il recule, genre 1/10 de seconde trop tard. L'attaquant parisien est seul face au gardien. C'est aussi simple que ça. C'est chaud. Ça oblige le manager, Liam Rosenior, à prendre une décision capitale. Il doit trouver quelqu'un pour boucher ce trou béant à côté de Chalobah. Et pas n'importe qui. Quelqu'un qui doit inventer cette alchimie en temps réel devant toute l'Europe. Match à si haut risque, c'est un pari fou de la part du coach. Ce qui est fascinant ici, c'est justement la psychologie de l'entraîneur. Rosenior est au pied du mur. Choisir entre deux jeunes, ça implique d'accepter le risque à 100%. Parlons de la première option, Jorel Ato. Sur le papier, c'est un profil qui correspond merveilleusement bien à ce que Chelsea veut faire avec le ballon ce soir. Ato, c'est un relanceur d'élite, on est d'accord. Comme Chelsea va devoir monopoliser la possession pour remonter les 3 buts, Avoir un défenseur qui casse les lignes avec ses passes, c'est un atout massif. Il a une intelligence spatiale brillante. ouais,
Il s'est s'insérer au milieu, créer le surnombre. Mais il y a un piège. La vraie question ce soir, ce sera pas ce que fait le défenseur quand il a la balle, c'est comment il réagit quand il la perd. Quand le fameux filet est tendu au maximum. Exactement. Est-ce que Hassaniotto, qui est un vrai technicien, a l'agressivité pure pour survivre aux 1 contre 1 dans de grands espaces face aux Parisiens? Pas sûr. Son instinct premier, c'est la lecture de trajectoire, l'anticipation. Et si sa lecture échoue? Est-ce qu'il peut basculer dans un combat de rue pour stopper l'hémorragie? C'est le grand doute. Ce qui m'amène au deuxième nom, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Mamadou Sarr. Ah, le profil de Sarr. Quand on croise les données de wisport.com sur ces derniers mois, on dirait le CV d'un survivant de l'apocalypse. Carrément, il a un vécu récent assez incroyable pour son âge. Le MEB vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal cet hiver. Et c'est pas juste un rôle de figurant, on parle du titre majeur. Et le contexte de la CAN, c'est fondamental pour comprendre qui il est aujourd'hui. Une Coupe d'Afrique, c'est la pression absolue. L'attente de tout un pays. C'est ça, des matchs couperés, une intensité physique dévastatrice, des conditions climatiques horribles. Un gamin qui soulève ce trophée ne revient pas en Europe avec le même cerveau. Tu penses que ça le change à ce point? La neurobiologie change, je t'assure. Le seuil de tolérance à la pression est repoussé à un niveau que la plupart des joueurs de Première Ligue ne connaîtront jamais. Andrew, il est vacciné contre la peur. La musique de la Ligue des Champions, ça va pas lui faire trembler les genoux après une finale continentale. Probablement pas, non. Mais au-delà du mental, ce qui m'a scotché dans les sources, c'est comment Chelsea l'a géré depuis son tour. Ils l'ont pas du tout protégé, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Son calendrier récent, c'est un vrai laboratoire tactique. Il a vécu des chocs thermiques sur le terrain. Ouais, regardons ça. D'un côté, il a dû se farcir Aston Villa et Arsenal en championnat. Ce qui est parfait pour le préparer. Comment un match contre Arsenal spécifiquement le prépare pour le PSG? Leurs mécaniques sont différentes, non? Oui et non. L'école Arsenal, c'est la surcharge des demi-espaces. Les attaquants forcent le défenseur à prendre des décisions en une fraction de seconde. Genre, est-ce que je sors de la ligne pour suivre un joueur ou est-ce que je reste pour couvrir la profondeur? Voilà. Et face à Arsenal, si tu hésites un dixième de seconde, la passe te transperce. Sarr a dû faire tourner son processeur tactique à fond. Et le PSG pose le même genre de problème mathématique. Exactement. Les attaquants parisiens naviguent entre les lignes pour désorienter l'axe. Ça revient juste de passer l'examen blanc le plus dur possible. Mais l'expérience s'arrête pas là. Et c'est là que le contraste est fou. Il a aussi joué en FA Cup contre Hull City et Wrexham. Ah, la Cup! On change de dimension. Fini la table d'échecs de la Première Ligue, bienvenue dans l'arène des gladiateurs. Wrexham, c'est pas du jeu de position raffiné, hein? C'est le combat de tranchée pur et dur. Le ballon vole, les coups sortent, les arbitres laissent tout passer. La bagarre de rue, quoi. Et dans ce chaos, la tactique passe au second plan. Sarr a dû prouver qu'il savait jouer des muscles, absorber les chocs, protéger son gardien sur des corners improbables. Avoir affronté le pressing d'Arsenal un week-end et les bûcherons de Wrexham le suivant, ça crée un prototype de défenseur hybride assez dingue. C'est la synthèse parfaite pour Rosignor. S'il met Atto, il parie sur la relance, mais s'expose physiquement. Et s'il aligne Sarr? Il injecte un peu de chaos contrôlé. Il met un joueur qui a le rythme de la Première Ligue, l'armure de la Cup et l'invincibilité du champion d'Afrique. Et ça nous ramène à l'ironie totale de cette histoire. Mettons-nous à la place des cadres du vestiaire, des Thiago Silva ou autres vétérans. Eux, leur cerveau fait des calculs et ils connaissent les probabilités d'un 5-2. Ils savent que marquer 3 buts sans en prendre un seul contre Paris, c'est presque impossible. Le poids de la logique risque de les paralyser. Le calcul rationnel engendre la peur. Tout simplement, un vétéran va commencer le match en se disant « faut surtout pas que je fasse la bourde qui nous élimine ». Une mentalité de conservation, alors qu'ils doivent attaquer comme des fous. Exactement. Et c'est là que la blessure de Fofana et l'entrée de Sarr changent la dynamique. Sarr, ils sont fous des calculs. Il vient de gagner la CAN, il flotte sur son nuage. Pour lui, ce match, c'est juste un terrain de jeu de plus. C'est le pouvoir de l'insouciance. En lui titularisant, l'entraîneur modifie la fréquence psychologique de toute l'équipe. Ouais, l'énergie d'un gamin de 19 ans qui va tacler avec autorité dès la première minute, sans réaliser que c'est statistiquement impossible. Ça doit être contagieux. Ça peut complètement réveiller les vétérans et court-circuiter leur peur. Et je le pousse le truc encore plus loin. Est-ce que cette défense inédite, c'est pas le brouillard parfait pour surprendre le PSG? C'est très vrai. Le PSG a des heures de vidéo sur Chalobah et Fofana. Ils connaissent leurs défauts. Mais face à Sarr, zéro donnée. Ils savent pas s'il mord aux feintes, comment il gère les centres. L'inconnu, c'est le pire ennemi de la préparation. Les Parisiens vont perdre 15 minutes à le tester. Et s'il gagne ses premiers duels grâce à son élan de la CAN, le doute change de camp. Bien sûr, le risque de crash industriel est là. S'il se fait aspirer au milieu direct, le plan s'effondre.
La corde raide est extrêmement fine, ouais. Mais le choix est simple. Mourir lentement avec ses certitudes ou jouer sa peau avec l'énergie d'un gamin qui n'a pas encore appris à avoir peur. Cela soulève une question importante pour terminer, pour que les auditeurs puissent y réfléchir après l'émission. Je t'écoute. Quand une équipe est au pied d'une montagne réputée infranchissable, l'inexpérience totale n'est-elle pas, au fond, le seul véritable antidote à la peur de l'échec? C'est une excellente réflexion. C'est souvent l'étincelle qui déclenche les miracles. Regardez bien les 5 premières minutes du match ce soir. La réponse sera dans l'attitude de cette défense rafistolée. Merci de nous avoir accompagnés dans ce décryptage. Merci à tous. Gardez l'esprit critique, observez ces petits détails qui font basculer les grandes rencontres, et à très vite pour une nouvelle exploration de l'actualité.